ici. Donc, Madame Candel, à ma gauche, chercheuse associée à l'Institut du monde anglophone de l'Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, qui est ancienne responsable du programme États-Unis de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, et Célia Belin, qui est chercheuse au Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère des Affaires étrangères, et qui, toutes les deux, vont nous aider à essayer de percevoir un peu les lignes directrices de ce que peut être l'action internationale de Donald Trump. Nous avions, avant votre entrée en scène, un échange, puisque nous avons eu deux missions qui se sont rendues aux États-Unis, l'une pour l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, l'autre, stricto sensu, pour la Commission, pour à la fois faire et assister, comme tous les ans, à l'Assemblée générale des Nations Unies, et donc de voir un peu le climat à l'intérieur des Nations Unies et de voir comment les Américains posent un peu un certain nombre de sujets aux Nations Unies elles-mêmes en fonction de la stratégie que peut prendre le président élu. Et puis aussi, nous avons rencontré les équipes de transition, les équipes des uns et des autres, et nous étions tous plus ou moins inquiets de voir au fond que le monde est extraordinairement dangereux aujourd'hui et qu'il y a une imprévisibilité terrible qui se crée aujourd'hui avec ce président américain. Et je pourrais citer un proverbe chinois, je ne suis pas sûr qu'il est vrai, mais en tout cas il pourrait l'être, c'est que pour un Chinois, être imprévisible, c'est déjà être un ennemi. Donc, déjà, sur le plan international, ne pas être prévisible, c'est une préoccupation pour un certain nombre de gens. Donc, c'est quand même des circonstances un peu lourdes, et c'est pour ça qu'on aimerait bien vous entendre dans les exposés initiaux, mais aussi répondre aux questions nombreuses des uns et des autres. Qui commence? Célia Belin, c'est à vous. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup de cette invitation. Nous sommes très heureux de revenir aujourd'hui pour parler de la politique étrangère et de la politique de défense de Donald Trump. Alors, encore une fois, à 9 jours de l'investiture, et comme vous venez de le dire, dans une période d'imprévisibilité et d'incertitude énorme. En particulier ce matin, depuis les révélations de la nuit qui peuvent en être ou ne pas en être, on ne le sait guère, d'un mémo compromettant sur les relations de Donald Trump avec la Russie, que ce soit des relations financières ou personnelles ou de procédures de chantage. Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour évoquer le fond du dossier, mais cela révèle bien l'atmosphère dans laquelle on est, cette atmosphère d'incertitude et d'imprévisibilité totale qui règne. Simplement, il nous incombe aujourd'hui de parler de la politique étrangère et de la politique de défense de Donald Trump, ou de l'imaginer, en tout cas, que signifie l'arrivée de Donald Trump au pouvoir sur ces deux points-là. Donc, encore une fois, la personne de Donald Trump, c'est avant tout un businessman qui n'a jamais été testé, qui n'a eu aucune fonction élective. Donc, on ne peut pas savoir quelle va être sa politique étrangère dans la mesure où il n'a jamais exercé de politique étrangère auparavant. Par ailleurs, il a nommé une équipe éclectique avec des personnalités elles-mêmes parfois non professionnelles de la politique, comme Rex Tillerson, qui devrait devenir son secrétaire d'État. Maya Candel reviendra sur les nominations et les différentes personnalités. Mais donc, on ne voit pas se dégager de grandes lignes, d'autant plus qu'il y a de très fortes contradictions au sein même de cette équipe, entre les différents membres de l'équipe, entre les membres de l'équipe et Donald Trump, ou entre Donald Trump et son équipe et le Parti républicain. Par exemple, sur le dossier iranien, sur le dossier russe, sur la Syrie, sur le libre-échange. Il a nommé, par exemple, un secrétaire au commerce, Wilbur Ross, qui s'est prononcé plusieurs fois favorable au traité transpacifique, alors que c'est un des points sur lesquels Donald Trump est très fermement opposé.
Divers chercheurs ont réfléchi à cette question, notamment un chercheur de Brookings qui s'appelle Tom Wright et qui a dit qu'il y avait peut-être dans cette équipe 3 grandes tendances. La tendance des guerriers religieux avec Mike Flynn. Maya Candel reviendra sur ces personnalités qui font de la lutte antiterroriste leur priorité. Les traditionalistes, peut-être Mike Pence, James Mattis, ou encore les America First, qui sont incarnés par Donald Trump, et qui ont comme visée principale les intérêts directs de l'Amérique. Donc on a ces différentes tendances et on ne sait pas bien lesquelles seront exprimées. Donc dans un environnement incertain, il faut quand même se poser la question de ce qu'on peut réellement attendre. On sait maintenant certaines choses sur le style de Donald Trump, sur son approche. Donc Donald Trump, c'est un pragmatique. C'est un businessman, on l'a dit souvent, un deal maker qui n'a pas d'entrave idéologique, qui est d'autant plus libre de ses choix qu'il ne doit rien au Parti républicain. Et sa posture, elle a été clairement anti-establishment. Donc il ne se sent pas lié à son parti. Pour lui, tout est négociable et il a prouvé à plusieurs reprises qu'il était éventuellement capable de tout, que tout peut être mis en question. Vous vous souvenez de l'épisode Taïwan et la Chine, sur lequel on reviendra peut-être, dont certains ont dit c'est une erreur, une maladresse de débutant, et d'autres ont imaginé que c'était une position de négociation très fine, où Donald Trump prouve qu'il n'y a pas de limite, que tout est négociable, que tout peut être mis sur la table, y compris des points historiquement figés dans la diplomatie américaine. De même, il a fait la promesse pendant sa campagne de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem, promesse qui avait été faite avant lui par George W. Bush, Bill Clinton, et des promesses non tenues, puisqu'à chaque fois, le nouveau président en place signe tous les 6 mois une levée de la loi de 1995 qui impose ce déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem. Et donc, en réalité, c'est une promesse qu'aucun candidat ne tient. Dans le cas de Donald Trump, on peut se demander est-ce que c'est encore du bluff ou est-ce que lui est capable de le faire. Par ailleurs, ce qu'on sait de Donald Trump, ou ce qu'on imagine, ou ce qu'on a pu voir, c'est qu'il est malléable. En tout cas, dans la manière, dans ses positionnements. D'abord, il se contredit lui-même assez souvent, et puis, en fonction de la personne avec qui il parle, il va avoir des positions plus ou moins souples. Pardon, je n'ai pas entendu. Par exemple, il a tenu des propos au board du New York Times qui étaient relativement favorables à l'accord de Paris sur le changement climatique, alors qu'il s'exprime dans ses tweets de manière climato-sceptique. Quand il rencontre le président mexicain en septembre, Peña Nieto, il se montre très respectueux, et puis le soir même, face à ses militants, il est très anti-mexicain. Et donc, il y a une forme, pour certains journalistes, d'immaturité émotionnelle, de besoin de faire plaisir à son auditoire, qui expliquerait que les positions de Donald Trump sont changeantes. Ce qu'on sait également de Donald Trump, c'est que ce n'est pas un micromanager, qui ne va pas s'occuper du détail des dossiers. Il l'a dit lui-même, il a peu d'intérêt pour les longs briefings, il ne lit pas, il écoute, mais quelques minutes ses conseillers. Et en réalité, ce qu'il souhaite faire, c'est laisser la place à ses collaborateurs. C'est pour ça que son équipe aura beaucoup d'importance et qu'il ne se penchera pas dans le détail des dossiers. De même, il a choisi des gens aux positions contradictoires, donc il souhaite se comporter plutôt comme un président de conseil d'administration qui va trancher sur la stratégie et non sur les tactiques. Mais donc, Donald Trump, c'est ce grand pragmatique négociateur qu'on imagine, mais en réalité, quand on regarde à la fois ses positions pendant sa campagne, les gens qu'il a choisis autour de lui en partie, et les idées qu'il a développées depuis qu'il a été élu, il y a quand même quelques grandes idées fixes sur lesquelles on peut compter, auxquelles il adhère réellement, et qui développent une vision du monde nationaliste. On a appelé ça également une vision jacksonienne du président Andrew Jackson, qui est une vision à la fois non interventionniste,
sauf en cas de provocation, auquel cas le président serait prêt à utiliser toute la force nécessaire pour défendre l'Amérique. Donc non interventionniste, mais aussi unilatéraliste et nationaliste. C'est ça l'approche jacksonienne des relations internationales. Et donc, quelles sont ces grandes idées de l'approche jacksonienne ou nationaliste de Donald Trump? C'est d'abord un grand scepticisme à l'égard des alliés et des alliances qui, pour lui, désavantagent les États-Unis dans la compétition mondiale, en particulier les Asiatiques, les Européens, qui, selon Donald Trump, devraient payer davantage pour leur propre sécurité. Et de manière plus générale, il considère que l'Amérique n'a plus vocation à être le gendarme du monde et ne doit plus payer pour la sécurité collective, qui favorise par exemple le commerce mondial, donc favorise les Chinois et autres rivaux de l'Amérique qui devraient contribuer à cette sécurité collective. Autre position, c'est évidemment ces positions anti-immigration, voire anti-réfugiés, qui concerneront directement ses relations, par exemple, avec le Mexique. Il y a aussi chez Donald Trump un grand scepticisme à l'égard des accords de libre-échange et plus généralement de la mondialisation. On sait que la base électorale de Donald Trump, ce sont l'ensemble des Américains qui ont subi les effets de la désindustrialisation, de la mondialisation multiculturaliste et qui a donc chez Donald Trump cette idée de protéger cette classe populaire américaine qui ne fait pas partie qui a été victime en fait de la transition économique et de la financiarisation de l'économie. Et donc, il a une vision du commerce international très protectionniste et très territoriale. Chez Donald Trump, il y a aussi comme priorité la lutte antiterroriste, évidemment, avec un rejet complet de l'idée de l'envoi de troupes au sol ou de nation building. Encore une fois, ça c'est une position de départ. Il faut voir si les circonstances pourraient changer, parce que par ailleurs, il promet de protéger avec toute la force possible les Américains. Et enfin, il y a une certaine attirance chez Donald Trump pour les régimes autoritaires, dont bien sûr la Russie, sur lequel on peut revenir, car ce soutien de la Russie a été continu tout au long de sa campagne et depuis qu'il a été élu, y compris face à des révélations notamment sur la guerre d'information à laquelle se serait livré le régime russe pendant la campagne. Au fond, qu'est-ce que c'est Donald Trump, c'est l'abandon de la défense de l'ordre libéral international qui a été mis en place par les États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet ordre libéral qui est organisé autour des grandes institutions multilatérales, de l'ONU, des institutions de Bretton Woods. Et Donald Trump, lui, promeut un retour des jeux de puissance où l'Amérique procède à une défense stricte de ses intérêts, dans un monde multipolaire où il utilise finalement les mêmes stratégies et les mêmes tactiques que les autres. Donc plus d'intérêt ou d'appétit pour la défense des normes libérales démocratiques ou des droits de l'homme, et fin d'une Amérique perçue comme un hégémon bienveillant dans le monde. C'est un peu la compétition entre la vision empire de Hillary Clinton, plutôt défendue par Hillary Clinton, et une vision nation de Donald Trump. Donc ça, c'est le cadre dans lequel la pensée de Donald Trump, ou en tout cas la politique étrangère de Donald Trump se développe. Ensuite, quelques autres points, c'est comment est-ce que les autres vont se comporter. Or, on peut se poser la question du Congrès, évidemment. Que va faire le Congrès dans cette situation ? D'abord, Donald Trump, il faut bien voir qu'il est en position de force. Alors, sauf révélation extraordinaire qui pourrait se poursuivre, le Parti républicain est son obligé. Il a rendu les 2 chambres du Congrès au Parti républicain, la Maison-Blanche. En gagnant la Maison-Blanche, il pourra faire pencher la balance en faveur des conservateurs au sein de la Cour suprême. Donc, le Parti républicain a les pleins pouvoirs et c'est grâce à Donald Trump quelque part. Donc, on ne peut pas vraiment imaginer une opposition féroce du Congrès. En revanche, il y a quand même au sein du Congrès, chez les sénateurs, des tendances en politique étrangère assez divergentes.
entre les nationalistes, les isolationnistes, les interventionnistes, et en particulier autour de quelques questions, par exemple la question russe, où on va avoir des sénateurs comme John McCain ou Lindsey Graham qui viennent d'être réélus et donc qui ont 6 ans de mandat. C'est un mandat plus long que Donald Trump, donc ils peuvent se permettre de jouer un rôle d'opposition et ils vont, on peut s'y attendre, être très critiques de Donald Trump sur cette question russe. John McCain s'exprime beaucoup en ce moment alors que commencent les procédures de confirmation. De toute façon, le contre-pouvoir du Congrès est quand même limité, puisque, en effet, il peut y avoir donc un contre-pouvoir en termes de budget, de financement des initiatives de Donald Trump, un contre-pouvoir politique, médiatique, comme John McCain essaie de le faire, mais bien sûr, il reste beaucoup d'espace pour le président américain en termes de discours et de posture internationale. Maintenant, comment vont se comporter les autres acteurs internationaux? D'abord, il faut évidemment se souvenir, on le sait tous, c'était une élection surprise qui a brouillé beaucoup des calculs des acteurs internationaux qui pariaient plutôt sur une victoire d'Hillary Clinton. Mais il y a quand même une bonne partie des pays, des États qui se réjouissent de l'élection de Donald Trump. La Russie, bien sûr, mais aussi la Chine, l'Inde, l'Égypte, Israël, la Turquie, la Hongrie. À plusieurs reprises, leurs dirigeants ont exprimé un certain plaisir à voir Donald Trump élu, notamment parce qu'il y avait un rejet de l'interventionnisme libéral d'Hillary Clinton. Et de l'autre côté, on a des États, des régimes plutôt déroutés, un peu en particulier chez les alliés, les Australiens, les Japonais, les Européens, qui ne se reconnaissent pas ou ne comprennent pas forcément le fonctionnement de Donald Trump et qui voient bien en filigrane que cette remise en cause de l'ordre international plutôt multilatéral et droit de l'homiste ne va pas dans le sens de leur vision des relations internationales. Et donc, les acteurs internationaux ont déjà commencé à bouger. Et c'est un peu une prophétie autoréalisatrice, l'élection de Donald Trump. C'est un peu comme le Brexit l'année dernière, c'est-à-dire qu'elle a déjà des conséquences dans le monde international, sur le système international, avant même sa prise de pouvoir. On a eu plusieurs déjà types de rééquilibrage. Donc, pour ce qui est des rivaux de l'Amérique, il reste à savoir s'ils vont accepter le principe d'un rapprochement. On parle beaucoup de la main tendue de Donald Trump vers la Russie, mais il faut voir si Poutine s'en saisit. En tout cas, ils vont peut-être chercher à tester les limites de son non-interventionnisme, ou en tout cas à avancer leurs intérêts quand ceux des Américains reculent. La Chine, par exemple, a déjà remis en avant son accord de partenariat économique régional, le RCEP, en remplacement du partenariat transpacifique que Donald Trump a promis d'abandonner. Et de la même manière, les alliés sont tentés soit de donner des gages au nouveau président pour montrer leur bonne volonté, soit au contraire de prendre leur distance et de diversifier leur partenariat. Par exemple, le Mexique et le Canada ont déjà exprimé à plusieurs reprises qu'ils étaient d'accord de rediscuter de l'ALENA. Les Japonais se sont exprimés également sur le partenariat transpacifique. Beaucoup d'Européens, dans le même temps, ont plaidé pour un renforcement des capacités européennes de défense pour le cas où les garanties de sécurité américaines ne s'appliqueraient plus. Et Israël parie beaucoup sur l'arrivée de Donald Trump dans cette compétition qui s'est jouée ces derniers mois entre l'administration Obama et Netanyahou. Donc on a déjà de nombreux rééquilibrages. Je vais peut-être conclure en évoquant divers scénarios, des scénarios qu'on pourrait entrevoir pour savoir quelle sera la politique étrangère de Donald Trump. Il y a évidemment le scénario là qui ce matin peut sembler possible, le scénario de l'impeachment, c'est-à-dire de toute façon Donald Trump ne devient pas président. Il est hautement improbable, ne serait-ce que parce que le Parti républicain contrôle entièrement le Congrès. Simplement, l'actualité va trop vite en ce moment pour savoir ce qui est réellement en train de se passer.
de fait, les révélations de cette nuit démontrent bien, pourraient apporter de l'eau au moulin à l'idée de savoir pourquoi est-ce que Donald Trump, depuis des mois et des mois, depuis le début de sa campagne, a eu un soutien constant sur la question russe, alors que c'est un homme qui n'est pas à l'abri de contradictions et qui n'a pas hésité à être changeant. S'il y a un point sur lequel il n'a pas été, c'est bien la Russie. Donc, est-ce qu'on est au début d'une révélation? Il est beaucoup trop tôt pour le dire. Il y a un autre scénario, c'est le scénario qu'on peut également un peu écarter, c'est le scénario de la digestion de Donald Trump par le système, c'est-à-dire un Donald Trump qui se désintéresserait complètement des affaires internationales et qui laisse finalement le Parti républicain faire sa politique étrangère. Mais il a démontré là, dans les derniers mois qu'il était quand même actif et qu'il le souhaitait l'être. Donc en fait, les deux scénarios un peu crédibles, c'est d'abord le scénario du chaos, où, un peu comme le fil Twitter de Donald Trump, les États-Unis deviennent inconstants, agressifs et donc dangereux, où il y a beaucoup de dérapages, il n'y a pas de ligne claire. La Maison-Blanche ne se trouve pas en mesure de régler les conflits interagences, donc on a une illisibilité des choix présidentiels qui viennent contredire assez régulièrement, par exemple, les grands chefs du cabinet de l'exécutif. Et donc, cette situation de chaos laisserait soit les États-Unis sur la touche des grands enjeux, soit face à des choix militaires un peu drastiques sur la base de décisions impulsives. Il y a un autre scénario qui est le scénario de la doctrine Trump, c'est-à-dire si Donald Trump fait et réussit à faire faire à son équipe, en réalité, la politique étrangère qu'il souhaite faire. Et ça, c'est un scénario dans lequel l'Amérique se réaffirme, défend ses intérêts au sens strict, un scénario dans lequel on a un monde de sphères d'influence avec l'Amérique comme primus inter pares, comme premier parmi d'autres, qui ne se mobilise plus pour défendre les normes libérales, mais utilise les mêmes tactiques que les autres pour défendre ses intérêts stricts, en particulier protectionnisme économique et lutte antiterroriste. Et donc, finalement, on a une redéfinition de l'hégémonie américaine qui maximise ses intérêts directs et de court terme, mais qui affaiblit de manière générale le système international. Dans tout ça, que ce soit le scénario du chaos ou le scénario de la doctrine Trump, ça n'augure rien de bon, il faut bien le dire, pour la France et pour l'Europe. Comme l'écrivait Justin Weiss, c'est un monde de puissance carnivore dans lequel l'Europe est une puissance herbivore et qui aura du mal à défendre ses intérêts. Et donc, le choix va se poser de savoir si l'Europe sera là pour montrer son utilité ou si elle devient une cible, un enjeu des relations internationales où elle est plus passive. Merci beaucoup. Madame Candel. Bien, je vous remercie à nouveau pour cette opportunité de témoigner aujourd'hui devant vous. Comme Célia Belin a dressé un tableau un peu sur les grandes orientations, je vais essayer, moi, de faire une présentation en 3 points, rappeler rapidement quelques certitudes et surtout des priorités très concrètes en matière de défense que l'on connaît aujourd'hui. Dans un deuxième point, je préciserai un peu des hypothèses ou en tout cas ce qu'on peut attendre comme modèle pour le processus de décision, ce qui est évidemment important en politique étrangère et défense. Et enfin, j'essaierai de vous présenter quelques traits marquants à connaître sur les nominations, les principales nominations au poste en sécurité, enfin politique étrangère et défense. Donc Célia Belin l'a dit déjà, mais je crois qu'effectivement, s'il fallait résumer une doctrine Trump, ce serait son slogan « America First », donc l'Amérique d'abord. Alors, ça ne dit pas grand-chose, mais je pense que cela rappelle quand même une constante dans les positions de Trump, qui est une vision du déclin américain comme une conséquence, en particulier, de la politique étrangère des États-Unis. Et ce que cela signifie, et ce que cela pourrait entraîner, c'est en effet une redéfinition plus étroite des intérêts américains qui remettrait en cause le rôle des États-Unis comme garant de l'ordre international qu'ils ont construit après 1945, puisque Trump, en fait, part du principe que cet ordre international n'est plus aujourd'hui favorable aux intérêts américains. Alors,
plus concrètement, sur les priorités de défense, on a eu, grâce à une fuite à la presse juste au moment de Noël, un document, donc un mémo de défense de l'équipe de transition, qui précisait 3 priorités. La première était la lutte contre le groupe État islamique. Alors, il n'y avait pas plus de précision, ce qui fait que c'est un peu difficile, puisque là-dessus, Trump a promis tout à la fois d'anéantir le groupe, cette organisation terroriste, donc, mais il a également promis de ne pas envoyer davantage de soldats au Moyen-Orient. Donc, ça pose la question de comment il entend faire aboutir cette ambition. La deuxième priorité qui était précisée, c'était l'augmentation du budget du Pentagone, ce qui serait donc retour à la hausse qui avait été arrêté sous Obama. Et enfin, troisième priorité, c'était le domaine du cyber. Et par ailleurs, dans ce document, était demandé au Pentagone des briefings spécifiquement sur la Chine et sur la Corée du Nord. Voilà. Alors pour mémoire, la transition donc a commencé. Elle a commencé hier puisqu'on a eu les premières auditions au Sénat. Aujourd'hui, on a à la fois la première conférence de presse de Donald Trump depuis le mois de juillet dernier et 3 auditions de confirmation. Il devait y en avoir 6 au départ. Les démocrates et un certain nombre de républicains ont protesté puisqu'il y avait en particulier en même temps des confirmations pour le poste de secrétaire d'État et de chef de la CIA. Donc ça posait un problème à des élus qui voulaient assister tout simplement aux deux auditions. Et juste une petite précision, ces auditions, elles concernent plusieurs centaines de postes sur les 4000 nominations qui sont à la discrétion d'un nouveau président. Et ces 4000 nominations, elles-mêmes représentant une très petite fraction d'une bureaucratie fédérale qui représente plus de 4 millions de personnes. Je donne ça simplement pour mémoire. Et donc, je voulais donc rappeler simplement quelques certitudes. Et la première, si vous me pardonnez l'expression, c'est celle donc d'une ère d'incertitude. Je crois que Célia Belin l'a déjà dit. Mais c'est intéressant parce qu'on est passé sur Trump, on est passé de c'est impossible à c'est la fin du monde, et puis ensuite à oui, bon, bah, finalement, tout va bien se passer, il va s'assagir. Je pense que... et puis, sur cet argument aussi, il y a des contre-pouvoirs. Sur les contre-pouvoirs, je crois ça va être tout à fait passionnant, au moins pour les chercheurs, d'observer ce qui va devenir des contre-pouvoirs américains sous cette présidence Trump. Ce sera un vrai test. Sur l'assagissement de Trump, là encore, je crois que rien n'est moins sûr. Et il ne s'agit absolument pas de tomber dans le catastrophisme ou les comparaisons hasardeuses. Trump n'est pas Hitler, on est bien d'accord. Mais quand même, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face sur le changement radical que sa présidence pourrait constituer, notamment pour la politique étrangère. Et là-dessus, il faut rappeler que, on évoquait toutes les deux cette remise en cause du consensus dominant. Il faut bien voir que, d'abord, elle a déjà été entamée, en quelque sorte, par Obama lui-même, qui a quand même poursuivi une politique, un certain désengagement américain. Et puis, surtout, c'est une remise en question qui trouve un écho dans l'opinion américaine. Et on l'a vu au moment des primaires, puisqu'il y a eu non seulement le succès de Trump, mais il y a eu aussi le succès de Bernie Sanders à gauche, qui avait des positions très anti-interventionnistes. Et puis, dans les primaires à droite, Trump a eu donc 44%, mais le deuxième, Ted Cruz, avait recueilli près de 25% des voix. Et Ted Cruz était le premier à avoir utilisé ce slogan nationaliste, America First. Enfin, pas le premier, puisque c'est un slogan qui date des années 40, mais enfin, en tout cas, avant Trump, il a utilisé ce slogan. Donc, on a un mouvement qui n'est pas le fait seulement de Trump, mais qui existe dans l'opinion américaine, en tout cas quand elle s'intéresse à la politique étrangère. Et par ailleurs, nous entrons dans une ère certainement plus chaotique, avec Trump en force déstabilisatrice en chef, surtout s'il poursuit son usage de Twitter. Et là encore, c'est quelque chose de tout à fait inédit. On n'a jamais eu une présidence comme ça utilisant Twitter à ce point. On va voir s'il va continuer. Je voyais que, par exemple, la Corée du Sud a déjà créé un nouveau poste dans son ministère des Affaires étrangères, je crois, quelqu'un dont la tâche est spécifiquement de suivre le fil Twitter de Trump. L'autre aspect qui est important, c'est que
tous les hommes politiques américains aujourd'hui, et notamment peut-être les hommes politiques républicains, craignent de s'opposer ouvertement à Trump parce qu'ils ont peur de son armée de trolls, ils ont peur de ses relais, y compris dans les sites de désinformation ou de fake news, comme on dit en anglais. Donc, il y a vraiment là quelque chose de nouveau, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et puis, s'il faut juste, je ne ferai pas plus de commentaires, mais disons que c'est fil Twitter de Trump qui ne grandit pas l'institution présidentielle ni les États-Unis, mais je pense que vous pouvez vous faire une idée par vous-même si vous le suivez sur Twitter. Et enfin, Trump est un pragmatique. Là, je ne reviens pas là-dessus. Célia Belin l'a très bien dit. Mais bien sûr, c'est un pragmatique qui a dans son entourage des idéologues. Et donc, cela m'amène à mon deuxième point, qui est la question du processus de décision auquel on peut s'attendre. Et dans quelle mesure va-t-il diriger, dans quelle mesure va-t-il déléguer, à qui, et donc, quel sera le processus de décision pour la politique étrangère. Alors, bon, c'est un sujet sur lequel il existe de nombreux ouvrages, analyses universitaires. J'évoquais tout à l'heure la taille de la bureaucratie fédérale. Il faut aussi rappeler rapidement, donc il y a les départements, les ministères, mais il y a aussi au sein de la Maison-Blanche un certain nombre de conseils restreints, le Conseil de sécurité nationale, alors moins restreint depuis Obama, mais peut-être là, sa taille est censée se réduire, on verra. Il y a un conseil de l'économie nationale, il y a un conseil pour le commerce, il y a aussi des représentants spéciaux pour diverses zones ou diverses questions transverses. Et puis, donc, bien sûr, la question se pose de qui aura la prééminence sur diverses questions. Et dans le passé, on a eu on a divers cas de figure. On a la Maison-Blanche qui micromanage tout à la Obama, en fait, tout simplement, avec un président qui est impliqué jusque dans les détails de certaines décisions. Je parle de politique étrangère, hein, toujours, bien sûr. On a eu l'éminence grise influente avec Kissinger sous Nixon. On a eu le Chief of Staff, donc l'équivalent du secrétaire général de l'Élysée, je pense, avec sous Reagan, hein, qui avait des responsabilités très importantes. On a eu aussi le vice-président surpuissant comme Cheney sous Bush Junior. Donc, qu'est-ce qu'on aura sous Trump ? On peut imaginer un fonctionnement un peu comme une holding, c'est un businessman après tout, et dans son empire commercial, il avait la réputation de s'occuper de la marque, du message, hein, ce qu'il fait déjà avec donc Twitter, une fois de plus, et il avait, mais par contre, la réputation de déléguer à des managers la gestion au jour le jour. Et là, dans le cas de la Maison-Blanche, on peut imaginer plusieurs scénarios. Celui de l'éminence grise, alors là, ce serait qui élaborerait une stratégie d'ensemble. Alors là, ce serait Steve Bannon, je vais revenir dessus, qui a été la première nomination qu'il a annoncée, conseiller stratégique à la Maison-Blanche. Ça pourrait être un comité restreint qui inclurait en particulier des membres de sa famille. Hein. Trump apprécie la loyauté et la famille, et il a nommé Jared Kushner, donc, qui est le mari de la fille chérie, Ivanka. Il l'a nommé également conseiller à la Maison-Blanche. On pourrait aussi imaginer, après tout, des secrétaires responsables donc, de la défense ou autres plus autonomes. Et après tout, James Mattis, sur lequel je reviendrai aussi, est quelqu'un qui a une forte personnalité. Quelle autonomie aura-t-il à la défense ? Voilà, c'est aussi une question. Et pour évoquer très rapidement Mike Pence, il semblerait qu'il veuille vraiment s'occuper des relations avec le Congrès, et c'est effectivement un domaine où il y aura du boulot. Il a déjà dit qu'il assisterait aux réunions hebdomadaires du parti. Donc voilà. Et j'en viens, pour essayer de ne pas être trop longue, je vais évoquer rapidement quelques traits, à mon avis, qui sont intéressants sur les personnalités qui ont été nommées. Alors, il faut qu'elles soient confirmées, hein, mais bon, ça paraît plutôt en bonne voie. Et d'ailleurs, je vais commencer par deux personnes qui n'ont pas à avoir de confirmation du Sénat, qui sont donc Steve Bannon et Mike Flynn.
Alors Steve Bannon, donc c'est le conseiller stratégique à la Maison Blanche qui a été annoncé très très rapidement quelques jours après l'élection. Il a 62 ans, c'est quelqu'un qui a servi dans la marine américaine, il est diplômé de la Harvard Business School et il a travaillé chez Goldman Sachs. Mais surtout à partir de 2008, en fait, apparemment, il aurait été fasciné par Sarah Palin, donc qui avait été nommée vice-présidente pour McCain, vous vous en souvenez. Il se rapproche de l'univers politique, il reprend le magazine en ligne Breitbart News, qui est déjà lu par tous les républicains, et il va en fait l'orienter en soutien à tous les politiciens qu'il identifie un peu comme les chefs de file des mouvements anti-système. Donc on aura Palin, on aura Cruz, on aura Carson, et puis assez rapidement Trump. Et il en fait de ce magazine en ligne le relais du mouvement alt-right, donc l'extrême droite américaine, dont il veut faire le cœur du Parti républicain, et après tout peut-être a-t-il réussi avec les dernières élections, autour d'un mot d'ordre qui est la restauration de la culture et du pouvoir blanc et chrétien. Il y a une interview de lui qui explique très, très clairement sa vision du monde. C'est un idéologue qui considère que le monde judéo-chrétien est engagé dans une lutte à mort contre l'islam, qu'il voit comme une idéologie politique globale. Et c'est une vision qui explique, en ce qui le concerne, le tropisme pro-russe, qui est partagé par d'autres, dans l'entourage de Trump, et donc par Trump lui-même, même si là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ce tropisme pro-russe de Trump, parce que dans le fond, on ne voit pas très bien ce que la Russie aurait à apporter sur un plan géopolitique aux États-Unis, à part à imaginer, dans le cas précis de Trump, peut-être des arrangements financiers. Il y a là-dessus, je ne vais pas revenir dans le détail, mais il y a quelques enquêtes très sérieuses avec des documents à l'appui qui pourraient expliquer notamment pourquoi, après les faillites des années 90 et le fait que les banques américaines n'avaient plus voulu accepter de donner des prêts à Trump, il a finalement reconstruit son empire financier, et il se trouve que, coïncidence, c'est aussi depuis cette date qu'il a refusé de rendre public ses déclarations d'impôts et le détail de ses revenus. Mais comme Célia Belin y faisait allusion, peut-être y a-t-il d'autres choses qui seraient liées à des éléments compromettants que les Russes détiendraient sur Trump. Là, il n'y a vraiment aucune certitude. Les sources sont anonymes pour l'instant. Donc, voilà. Après, pour revenir à Bannon et à ce tropisme pro-russe, il faut évoquer quand même l'Asie également. Et Bannon, comme d'ailleurs Rex Tillerson, qui est sans doute le futur secrétaire d'État, ce sont des gens qui considèrent la Chine comme une menace beaucoup plus sérieuse que la Russie, et ce qui justifie en fait une stratégie qui serait une sorte de stratégie en miroir à celle que Nixon avait eue dans les années 70, qui serait en fait un rapprochement avec la Russie pour prendre cette fois la Chine à revers. Donc après tout, pourquoi pas, peut-être que Trump partage également cette analyse, et il y a des gens qui pensent que finalement l'administration Trump pourrait mener à bien et mener à son terme le pivot qui était l'une des ambitions d'Obama, avec une attitude beaucoup plus dure vis-à-vis de la Chine sur les questions commerciales. Et là-dessus, Trump a nommé comme représentant au commerce Robert Lighthizer, qui est un ancien de l'administration Reagan, qui avait déclenché, je vais un peu vite, mais une sorte de guerre commerciale à l'époque contre le Japon. Donc pourquoi pas, c'est quelqu'un qui a des positions très anti-libre-échange, donc on peut imaginer une attitude beaucoup plus dure avec la Chine sur ces questions commerciales, mais aussi sur Taïwan, je ne reviens pas là-dessus, et plus largement, grâce à une augmentation du budget du Pentagone, un renforcement de la posture militaire américaine en Asie-Pacifique, face aux ambitions chinoises dans la mer de Chine du Sud en particulier, et c'est d'ailleurs ce que les militaires américains du commandement pacifique réclament depuis longtemps. Alors, Michael Flynn, qui a été nommé directeur du Conseil national de sécurité,
donc conseiller à la sécurité nationale à la Maison-Blanche. C'est un poste sans confirmation au Sénat. C'est un militaire iconoclaste. Alors c'est un général, mais qui est moins gradé que Matisse, et c'est important, je dirai pourquoi dans un instant. Il est connu pour son franc-parler. Sur le plan vraiment militaire, le plus important fait d'armes de sa carrière, et il n'est pas des moindres, c'est d'avoir transformé le commandement opérationnel des forces spéciales, donc JSOC, qui est un acteur central du contre-terrorisme, et en particulier d'ailleurs de la coopération avec la France. Il a fait ça aux côtés du général McChrystal, qui est son mentor, qui est un autre catholique irlandais. On parle de l'Irish Mafia du Pentagone. Donc voilà, il y avait McChrystal, il y a Flynn. Il avait été nommé en 2012 à la tête de la DIA, qui est l'agence de renseignement du Pentagone, et il en a été écarté au bout de 18 mois au lieu de 3 ans, à la fois en raison de problèmes de management, mais aussi pour certaines de ses prises de position sur certains sujets, et il en a gardé une rancune sérieuse contre Obama qu'il a mené vers Trump. Bon, je vais un peu vite. Alors il partage certaines positions avec Bannon. En particulier, il a coécrit un livre dont le cœur est une croisade contre l'islam, donc proche de cette idéologie que j'évoquais de Bannon. Il est également connu pour son activisme sur Twitter et relaie parfois des informations, enfin plutôt de la désinformation, y compris des théories conspirationnistes. Juste en post-scriptum, quand même, il y a un conflit qui l'oppose déjà au général Mattis, donc celui qui va prendre la tête très certainement du Pentagone. Flynn était opposé à la nomination de Mattis, en particulier parce que Mattis est plus gradé que lui, et ça, entre militaires, c'est quand même important. Et là-dessus, moi, je sais pas, c'est vraiment une hypothèse, hein, mais je dirais que peut-être que ce serait plutôt Mattis qui devrait s'imposer. Et dans ces cas-là, on aurait pour Flynn, finalement, je dis ça parce on joue beaucoup à se faire peur avec Flynn, mais on pourrait avoir un modèle finalement qui était celui du général Jones, d'ailleurs, un autre général, qui a été le premier conseiller à la sécurité nationale d'Obama, qui en fait n'avait aucun pouvoir et était parti assez rapidement. Donc voilà, à suivre, ce ne sont que des hypothèses. Alors Rex Tillerson, donc, dont l'audition aura lieu dans quelques heures au Sénat américain. Alors lui, il a été formé vraiment par 2 institutions, ExxonMobil, puisque c'est là qu'il a fait toute sa carrière, et les Boy Scouts, où il a passé toute son enfance. Son père était un cadre là-bas. Et alors Exxon, donc corporation très fermée, qui fonctionne sur la promotion interne de ses dirigeants. Il a une réputation d'intégrité, Tillerson, mais par ailleurs, c'est aussi un proche de Poutine, comme Flynn, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est un proche de Poutine. Alors, il avait dû approcher Poutine tout simplement pour négocier un certain nombre de contrats, juteux d'ailleurs, pour Exxon. Et juste en anecdote, le New York Times avait récemment un article qui rappelait que l'ambassade américaine à Moscou avait une liste des Américains les plus influents à Moscou et des Américains avec des liens directs avec Poutine, avec leurs entrées vraiment au Kremlin. Et alors au sommet de cette liste, il y avait Kissinger, il y avait l'acteur, bon, je ne sais pas pourquoi, Steven Seagal, et en 3e, il y avait Rex Tillerson, donc futur secrétaire d'État. Donc Trump veut donner le département d'État à un homme dont toute l'expérience professionnelle a consisté à diriger une multinationale qui est aussi un quasi-État. Alors, dans le positif, on peut dire qu'il connaît la situation internationale, il connaît les défis géopolitiques. Est-ce qu'il saura se détacher de son expérience à la tête d'une entreprise? Donc, ce n'est pas les mêmes intérêts que ceux d'un pays. Après tout, il en a peut-être l'ambition, donc attendons de voir. Et sur sa confirmation, au moment de l'annonce, il y avait des sénateurs qui avaient des réticences. McCain, Graham, toujours les mêmes, mais y compris Marco Rubio. Mais il n'y a pas eu d'opposition frontale, donc ça peut marcher. Et le dernier, je terminerai là-dessus, pardonnez-moi, j'étais un peu longue. Donc c'est Mattis, surnommé Mad Dog Mattis. Alors c'est intéressant parce qu'en dépit de ce surnom, de sa réputation très dure, en fait sa nomination a été accueillie avec soulagement, ce qui en dit long d'ailleurs, était accueilli considéré comme une influence modératrice sur l'équipe Trump. Alors Mattis, c'est une légende chez les Marines, il a une réputation de moine soldat cultivé, ce serait quelqu'un qui aurait toujours sur lui
un exemplaire des Méditations de Marc Aurèle, certes, mais alors il reste que sa vision du monde, forcément, elle est colorée par son expérience des guerres au Moyen-Orient. Il a dirigé toutes les forces américaines, il a été responsable des forces militaires américaines au Moyen-Orient, donc des guerres des dernières décennies. Il est plutôt proche du consensus dominant jusqu'ici en politique étrangère. Je dis ça parce qu'il est favorable aux alliés traditionnels des États-Unis, notamment les États arabes sunnites. Il est très anti-iranien, même s'il a plutôt dit qu'il fallait conserver l'accord sur le nucléaire iranien. Il est très attaché à l'indépendance des pays baltes, plutôt méfiant vis-à-vis de la Russie, très fermement pro-OTAN. Et une information intéressante, apparemment il serait en conflit déjà avec plusieurs conseillers de Trump sur les nominations dans son équipe. Il avait proposé à Michel Flournoy, qui était pressenti pour être secrétaire à la Défense en cas de victoire Clinton, il lui avait proposé le poste d'adjointe, ce qui tente à indiquer une volonté d'une certaine continuité. Et apparemment, ce serait son adjoint, en tout cas pour commencer, serait Bob Work, qui est l'adjoint de Carter, l'actuel secrétaire à la Défense. Donc on a le sentiment d'une volonté quand même de continuité. L'Amérique est un pays toujours en guerre. Et donc au Pentagone, en tout cas, on aura peut-être un peu moins de flou et de chaos dans cette transition. Et je m'arrête là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pardonnez-moi. Vous allez avoir l'occasion de vite reprendre la parole, puisqu'il y a beaucoup de questions qui vous interpellent. Claude Malhuret, premier intervenant. Merci, Monsieur le Président, et merci. Ami personnel de M. Trump, probablement. Sans aucun doute. Merci, Monsieur le Président, et merci à toutes deux de cette présentation extrêmement intéressante, au cours de laquelle j'ai surtout entendu comme mot de synthèse les deux mots d'improbabilité et d'incertitude. C'est d'ailleurs ce qu'on entend et ce qu'on lit aujourd'hui partout. Et c'est sans doute en grande partie vrai. Je voudrais quand même dire, peut-être d'une façon un peu provocatrice, que pour moi, il y a aujourd'hui sans doute au moins autant de certitudes que d'incertitudes, et que ces certitudes ne sont pas malheureusement de bon augure. D'abord, il y a un mot que je n'ai pas entendu, ni de l'une ni de l'autre, et qui pourtant ressort à l'évidence de tout ce que vous avez dit, c'est le mot affaiblissement considérable des États-Unis par ce qui vient de se passer, et affaiblissement consécutif des démocraties et de leurs institutions. C'est déjà survenu lors de l'élection elle-même, puisque pour la première fois, et sans prendre les précautions diplomatiques habituelles, on peut dire que l'élection des États-Unis, l'élection présidentielle des États-Unis a été réalisée selon le souhait de M. Vladimir Poutine. C'est désormais une quasi-certitude, avec les moyens que l'on connaît, au point qu'aujourd'hui, le débat en Europe commence à se poser sur l'intervention de la Russie dans nos propres démocraties lors des élections françaises puis allemandes, et les inquiétudes commencent à se... C'est une certitude, et ce n'est pas une certitude agréable. La deuxième certitude, c'est que cet affaiblissement des États-Unis va continuer. Bien entendu, vous citez le système des checks and balances qui évitera le pire sans doute. D'ailleurs, le pire n'est pas certain, même en dehors de ce système, comme vous le dites. Après tout, c'est imprévisible. Mais indépendamment du fait que le pire ne soit pas certain, ce qui est certain, c'est qu'on va assister dans les années qui viennent, d'une part, à des affrontements entre le président, le Congrès et surtout peut-être la presse, parce qu'elle va jouer un rôle extrêmement considérable. On est en train de le voir au cours de ces 24 dernières heures d'ailleurs, et on va continuer à le voir, ce qui, bien entendu, ne va pas faciliter et ne va pas donner l'exemple de démocratie qui fonctionne bien. Le deuxième exemple, c'est celui des dernières 24 heures. Là aussi, que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, que ce soit téléguidé par un pays étranger ou que ce soit téléguidé au contraire par d'autres, je dirais que même si ça n'est pas vrai, le personnage de Trump fait que c'est vraisemblable et que donc ça va continuer. Et quand on sait ce qui s'est passé au moment de l'affaire Clinton et Monica Lewinsky, c'est la paralysie, donc l'affaiblissement. C'est la deuxième réflexion que je voulais faire. La troisième certitude qui n'est pas bonne pour nous, c'est la certitude de l'isolationnisme, du nationalisme et du protectionnisme. Je crois que c'est les mots que vous avez employés,
qui va entraîner un recul du multilatéralisme, un recul du parapluie américain pour l'Europe, un recul économique par la mise en question des accords de libre-échange et un recul sur le domaine du réchauffement climatique où des progrès substantiels avaient été faits. Et au total, et c'est ce que vous avez dit, un recul de l'ordre international libéral hérité de 1945 pour se diriger vers un rapport de puissance et un rapport de force. Donc ça, ce ne sont pas des incertitudes à mes yeux, ce sont des certitudes. Bien entendu, les miracles sont toujours possibles. Ça m'entraîne à terminer sur, et je m'en excuse auprès de vous, sur une question qui se posait lors du débat précédent que nous avons eu avant que vous arriviez. Je ne suis pas intervenu à ce moment-là, mais je voudrais le faire maintenant. La question qui se pose, bien entendu, c'est que faire ? Que devons-nous faire ? Que doit faire l'Europe ? Elle est aujourd'hui confrontée à 3 interlocuteurs majeurs qui sont tous les 3 soit indifférents, soit hostiles. Hostile pour la première fois les États-Unis, hostile la Russie, hostile la Chine, c'est plus compliqué. C'est une montée en puissance lente, prudente, etc., mais qui aujourd'hui, bien entendu, comme les autres, joue les partenaires européens les uns en investissant les uns différemment des autres, sans hostilité, mais sans du tout référence à l'Europe en tant que puissance. Et par conséquent, le problème majeur qui se pose aujourd'hui, et je voudrais en revenir à la question ou plutôt à la piste que donnait, j'ai bien senti dans ce que disait Jean-Pierre Raffarin tout à l'heure, la piste, le créneau qu'il voit, si je peux dire, c'est l'Europe facteur de paix. La France facteur de paix et l'Europe facteur de paix, parce que nous aussi, on aura à choisir entre le bilatéralisme, ou du moins l'action unilatérale, et ça veut dire des tas de conditions qui aujourd'hui ne sont pas remplies. L'Europe n'a jamais été aussi faible. Et par conséquent, je dirais que le seul point positif que je vois à l'élection de Trump, c'est comme pour, je dirais différemment de vous, vous parlez des herbivores et des carnivores, je dirais que ça va peut-être nous mettre en face d'une réalité qui est que le monde n'est plus celui des bisounours, que celui que l'Europe est en train depuis, et du droit de l'hommisme, ça va peut-être vous surprendre de ma part, mais du droit de l'hommisme que l'Europe est promeut depuis un certain nombre d'années. Donc l'Europe facteur de paix, c'est sans doute effectivement la bonne direction, mais ça suppose qu'on existe, et aujourd'hui ça n'est pas le cas, et c'est assez préoccupant. Merci Claude. Joël Guerriau. Oui, merci Président. Merci Mesdames pour vos excellentes interventions. Bon, vous avez apporté des certitudes, dont une qui est la volonté finalement d'être moins interventionniste de la part des États-Unis. Je crois que la conséquence majeure de cette volonté et de cette tendance, ça va être inéluctablement la montée en puissance de la Russie et de la Chine. En particulier, je me souviens de l'entretien que nous avons eu avec l'ambassadeur permanent de la France à l'ONU. Il nous a clairement dit qu'aujourd'hui, à chaque fois que les États-Unis renoncent ou reculent dans leur implication, notamment sur les missions de maintien de la paix, immédiatement, les Chinois sont prêts à faire le chèque qui contribuera à accentuer leur présence, à accentuer le pouvoir qu'ils ont en la matière. Et donc, je crois que c'est ça, inéluctablement, vers quoi nous tendons, c'est que cette forme de reculade, en quelque sorte, américaine, va favoriser cet espace qui a horreur du vide et qui voudra que nous aurons de plus en plus une omniprésence chinoise sur ce plan-là, mais sur bien d'autres domaines financiers et autres. La question que je voudrais vous poser, c'est lié à cette inquiétude de la personnalité de Trump telle que vous l'avez démontré, ce profil qui évidemment est très préoccupant. Trump, c'est le président des États-Unis, certes, mais pouvez-vous nous dire quels sont les pouvoirs qu'il peut exercer seul qui contribueraient finalement à des situations irréversibles et qui pourraient être assez graves. Et d'autant plus que le Sénat, dans ses votes, doit avoir 60% de votes pour que la loi puisse passer. C'est-à-dire qu'il y a 100 sénateurs, donc c'est clair, il en faut 60. Aujourd'hui, il y en a 52 qui sont républicains. Donc ça veut dire qu'il n'a de toute façon pas la majorité requise pour pouvoir exercer pleinement tous les pouvoirs qu'il souhaiterait. Il ne sera pas appuyé de manière aveugle par le Congrès. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, admettons qu'il soit en porte-à-faux systématiquement avec la démocratie telle qu'elle s'exerce dans nos assemblées, que pourrait-il entreprendre
vu ses traits de caractère et vu les pouvoirs qui sont les siens, et qu'il puisse nous être, qu'il soit irrécupérable en quelque sorte. Merci. Michel Boutant, merci. Oui, merci, Président. J'aurai 2 questions que je vais poser de manière assez brève. La première concerne la tournure géoéconomique qui semble se dessiner actuellement dans les intentions du président américain. C'est-à-dire que finalement, ce qui va dicter en quelque sorte sa politique, y compris sa politique étrangère, politique intérieure, ça va être l'économie et les intérêts américains, ou l'intérêt américain avant tout. La deuxième question, elle concerne... Je reviens des propos qui ont été tenus par Célia Belin, qui faisait référence aux réactions d'un certain nombre de pays après l'élection de Donald Trump, savoir dans un camp ceux qui saluaient, qui se félicitaient de cette élection. Vous avez cité même un certain nombre de pays, commencé par la Russie, la Turquie, la Hongrie, bref, autant de régimes qui ont quelques liens avec l'autoritarisme. Bien. Et puis, vous avez d'autre part signalé un certain nombre de pays qui s'inquiétaient, et vous avez parlé des pays de l'Union européenne. Et il y a un pays dont je n'ai pas entendu le nom, qui a quand même une particularité, surtout depuis le mois de juin dernier, c'est la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, donc, qui souhaite s'extraire de l'Union européenne. Et on sait bien que ça a toujours été sa tendance quand même assez naturelle, historique, que de regarder du côté du grand large et des États-Unis. D'ailleurs, au lendemain de l'élection de Trump, l'un de ceux qui se sont précipités dans la Trump Tower, c'est Farage, l'ancien leader du UKIP, et qui a abouti au résultat que l'on sait. Notre collègue Claude Malhuret parlait tout à l'heure de l'affaiblissement de l'Amérique, mais il y a aussi, est en train de se jouer d'une certaine manière, l'affaiblissement de l'Europe avec des nationalistes qui s'inspirent de la campagne de Trump, de ses propos, de ses idées, qui voient d'ailleurs là le couronnement d'une certaine manière de leurs propres idées, de leurs propres propositions. J'aimerais avoir des précisions quant à, d'abord, la position de Trump sur l'Europe. C'est pas un sujet dont il a beaucoup parlé apparemment au cours de la campagne. Mais de quelle manière est-ce que ça risque de se traduire pour nous, aussi bien en termes d'ailleurs militaires, on voit se dessiner un petit peu les choses, mais aussi en termes économiques et en termes diplomatiques. Robert Delpicka, merci Michel. Merci, Président. Mesdames, je ne sais plus laquelle d'entre vous, une ou l'autre s'en revient même à peu près, vous nous aviez dit la dernière fois que de toute façon les Américains avaient le choix entre 2 personnes dont ils ne voulaient pas. Mais on l'a aujourd'hui quand même. On ne sait pas laquelle fait celle qui ne voulait pas le moins ou le plus. En tout cas, on en a une qui est là. Bien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec beaucoup d'entre vous sur les anticipations, les prévisions. Quelquefois, on fleure un peu la spéculation, d'ailleurs, sur ce qui va se passer avec Trump. Parce que il y a les déclarations de campagne. Mais Dieu sait si on connaît les déclarations de campagne, les nôtres, celles des campagnes présidentielles et autres, et des campagnes américaines également. Et puis, il y a une période où tout est flou, on ne sait pas très bien, puisqu'on revient sur des déclarations, on rectifie, on appelle ça, on ne dit pas qu'on s'est trompé, mais on rectifie, on améliore, on dit qu'on va améliorer, on va renforcer, etc. Et puis après, il y a les faits. Et puis, il y a ce qui se passe réellement dans les premiers temps, après que le président ait pris ses fonctions. Il y a bien sûr des spéculations sur les nominations, des calculs, on revoit ce que les gens étaient, ce qu'ils ont fait dans leur carrière, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant qu'ils sont à cette position, etc. Moi, je suis assez sceptique sur ce que nous prévoyons. Vous faites votre travail, je ne critique pas du tout. Hein. Nous le faisons nous-mêmes aussi dans nos prévisions, nos spéculations et autres. Je suis un peu en attente, moi. Je suis un peu en attente parce que on est inquiet, tout le monde est inquiet, parce qu'on prend les scénarios difficiles et on peut penser que ça risque d'être ceci ou cela. Il faut le faire,
Il faut prévoir, prévenir, anticiper si on peut. Mais dans ces scénarios que vous nous avez évoqués, les 4 scénarios, je ne crois pas du tout à l'impeachment, ça j'y crois absolument pas, et ça n'arrivera pas. L'histoire des Russes, des manipulations, il y en a des deux côtés. Les informations compromettantes que les Russes démentent ce matin déjà, en disant pas du tout, on n'en a pas, c'est tout démenti, généralement ça confirme d'ailleurs, mais c'est dans les deux trucs, c'est des deux côtés. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un scénario, je ne sais pas comment le qualifier, disons, America First, c'est vrai, mais ça existe depuis longtemps pour beaucoup de gens aux États-Unis. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un scénario d'une hégémonie, vous parlez d'une hégémonie américaine, une hégémonie américaine adaptée? Et je m'explique, adaptée aux situations. Une hégémonie américaine adaptée en fonction des relations avec la Russie, des relations avec l'Europe, des relations avec éventuellement la Chine, ou l'Asie en tout cas. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les Américains, finalement, soient moins bêtes que ceux qu'on le suppose ou qu'on le redoute, et qu'ils n'arrivent finalement à adapter leur politique étrangère? Et je vous dis encore un mot, Président, et j'en ai terminé. Oui, non, non, 2, parce que les autres ont été très longs. Et moi, j'ai été plutôt court, Président. Nous avons reçu 6 sénateurs américains de la Commission des Affaires étrangères. Je crois que la plupart étaient Commission des Affaires étrangères, quelques jours avant l'élection, une semaine ou 2 avant. Nous les avons reçus ici au Sénat et nous leur avons posé la question, quid de la politique étrangère de votre candidat, c'était des républicains, votre candidat à l'élection présidentielle? Aucun d'entre eux n'a été capable de nous donner un détail. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'ils ne la connaissaient pas. Ils n'en savaient strictement rien. Voilà, j'en ai terminé, Président. Mais l'hégémonie adaptée, pourquoi pas? Oui, ce qui finalement revient à ce que dans les 3 grands, les stratégies se ressemblent. Jeanne Lanchou. Monsieur le Président, 2 questions. Trump a-t-il une politique africaine et quels sont ses hommes, si c'est le cas? Et 2, une question anecdotique, mais pas tant que ça. A-t-on des éléments d'information sur l'origine de la fortune de Trump et notamment ses liens présumés éventuellement avec les syndicats du bâtiment à New York avec la famille Genovese et Atlantic City avec la famille Scarfo Merlino? Qui ont tous des filiales à Romorantin. Je doute de Romandie, donc ils sont bien connus. Gilbert Roger. Et, rapidement, c'est vrai que c'est difficile comment dire, d'être sûr que ce que nous disons aujourd'hui sera vrai demain, mais c'est un peu étonnant d'avoir vu un candidat aujourd'hui président élu avec peu de certitude et de clairvoyance et souvent des tweets bizarres. Alors, en termes de politique étrangère, moi, lorsque j'étais au Forum transatlantique, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais à un moment donné, est venue l'idée du fameux coup de fil de Taïwan. Et Jean-Pierre, notre président, va comprendre que ça avait quand même agacé fortement les Chinois. Et les experts et les républicains présents de dire il faut quand même qu'on fasse attention parce qu'une partie de la dette américaine est économiquement tenue par la Chine populaire et ça peut nous causer un tort énorme dans notre économie intérieure. Bon, la deuxième chose, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il fait des coups. Moi, je rentre d'Israël et de Palestine. Je suis plutôt ici chargé de regarder ce qui se passe avec Palestine, mais enfin, j'aime bien ces 2 pays. La provocation qu'il y aurait à installer
l'ambassade américaine à Jérusalem. On peut dire que c'est une provocation, point final. Enfin, quand on est revenu avec le président Larcher, on a entendu qu'il y a des gens pour qui la provocation, c'est immédiatement des répliques qui sont au-delà du simple verbe, qui vont directement sur des opérations qui peuvent être extrêmement explosives dans la région. Donc voilà, ma question, c'est presque un peu d'optimisme. C'est, oui, il y a une petite chance, ce serait que l'Europe se réveille et qu'elle prenne une vraie dimension internationale au milieu de tout ce petit bazar. Mais je ne suis pas sûr qu'on en soit bien prêt et bien conscient. Jacques Legendre, dernier orateur. Merci, Monsieur le Président. Il y a une chose qui m'a tout à fait intéressé dans vos exposés, c'est quand vous avez dit qu'on risquait de voir une politique américaine moins marquée par l'impérialisme et plus sensible aux nations. Alors, j'aimerais savoir si M. Trump, à votre connaissance, a une image de la nation française, particulièrement. Qu'est-ce qu'il peut en ressentir, en penser? Et puis, deuxièmement, je me demande un peu, en écoutant tous nos débats, si nous ne sommes pas en train de survaloriser quand même le rôle de la nation russe et de la Russie. On a l'impression qu'on la met au même plan que les États-Unis et la Chine, alors que la Russie pèse économiquement beaucoup moins, chacun le sait, qu'elle ne pèse même pas l'équivalent des principaux pays européens, et qu'elle n'est pas non plus démographiquement une puissance et militairement une puissance de premier plan. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous apporter quelques précisions sur ce point? S'il vous plaît, rapidement. C'est pas une question, c'est peut-être une remarque. Moi, je pense que là, on est en train de réfléchir en regardant les apparences des choses. C'est-à-dire qu'on est sur les apparences, c'est ce qu'on arrive à capter comme ça. Mais au fond, alors c'est peut-être une réflexion un peu marxiste, excusez-moi, mais je l'ai toujours en tête, alors je vais vous la livrer. Moi, je vois deux choses en prenant un peu de recul. D'abord, on dit c'est un affaiblissement des États-Unis. Moi, je vois pas trop. Enfin, cette idée d'affaiblissement, je pense qu'il faut la travailler un petit peu plus, parce que c'est plutôt, et ça a été dit d'ailleurs, une forme d'épuisement d'un rôle un peu de. Je sais pas. Le mot peut-être pas bien trouvé, de gendarme du monde, entre guillemets, mais qui est de plus en plus difficile à tenir et qui coûte de plus en plus cher, étant donné l'état du monde. Et donc, forcément, ils n'ont plus l'économie globale, enfin, l'économie capable de soutenir une telle responsabilité qu'ils se sont donnée. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, ça a été prononcé un peu par les uns d'entre vous, c'est la question de la démocratie qui est aussi posée. Et je ne sais pas si vous en souvenez, mais quand même, est venu un autre mot. Tout à l'heure, je disais le mot post-vérité, mais on a aussi entendu le mot post-démocratie. Qu'on était dans une période de post-démocratie. Moi, ça m'a complètement percuté, ça. Et au fond, au-delà de l'effet surprise de l'élection de Trump, peut-être qu'il ne fait que concrétiser un mouvement plus profond en cours. Et j'ajoute tout de suite en le disant, qui n'est pas inéluctable, parce qu'on le voit là, il y a des forces nouvelles qui se lèvent aux États-Unis, qui n'existaient pas avant. On annonce des mouvements importants au moment de sa prise de pouvoir, et notamment aussi, et j'y reviens, une manifestation très importante de femmes qui s'estiment vraiment un peu comme ce qu'on a connu peut-être dans les pays arabes, qui se sent attaqués un petit peu par un certain nombre de propos. Et donc je dis que ce n'est pas forcément inéluctable, mais est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une forme de transition dont l'objectif serait un peu sur le chemin de la disparition des États?
Et si je dis ça, c'est parce que je lis ma remarque à ce que disent, par exemple, les nouveaux grands leaders économiques des États-Unis, que sont sur la nouvelle économie qui est de plus en plus puissante, que sont Google, Facebook et tout ça, qui aujourd'hui disent qu'ils sont capables, avec leur nouvelle économie, de s'occuper de tout ce qui concerne la société, en direct avec les citoyens, et que les États, aujourd'hui, sont des freins à tout ça. Et donc, est-ce que l'élection de Trump, et puis avec la composition aussi, elle n'est pas un peu l'expression de quelque chose qui est en cours, qui serait une forme de rénovation de l'hégémonie capitaliste et qui s'exprimerait déjà un peu à travers cette élection. Merci. Alors nous sommes dans une situation extrêmement difficile, puisqu'il faut avoir fini à 12h30, puisque nous avons encore plusieurs sujets à l'ordre du jour. Donc il vous reste 13 minutes à toutes les deux. Donc il y en a une qui commence, qui répond aux questions qu'elle a envie de répondre, et la seconde répondra aux questions qui n'ont pas été traitées par la première. On inverse l'ordre du départ. Voilà. Madame Cornel. Alors, du coup, très rapidement, je vais faire une série de remarques, du coup, j'ai essayé de prendre des notes. Sur les affrontements entre les médias et la présidence, je pense que, autre point intéressant, on aura des affrontements entre deux camps médiatiques, puisque de plus en plus, on a deux réalités médiatiques, deux types de médias, je dirais pas deux types de faits, parce que je pense qu'il y a les faits et puis il y a le reste, mais voilà, donc on aura aussi des affrontements intéressants, je pense, au sein des médias. Sur les pouvoirs de Trump qu'il peut exercer seul, en effet, donc, le Sénat, la majorité n'est qu'à 52 voix. Pour un certain nombre de lois, alors pas les lois budgétaires, mais en gros, toutes les autres, il y a une super majorité à 60 voix, certes, mais bon, je pense qu'il faut quand même nuancer, d'une part, parce que en diplomatie et en politique, en général, tout le monde ici le sait bien, le verbe est important. Je pensais juste à, par exemple, Obama, une des plus graves accusations, sur son bilan en politique étrangère, c'est la fameuse ligne rouge sur la Syrie et la non-intervention. La ligne rouge, c'est typiquement un discours qu'il a fait, où il a énoncé lui-même cette ligne rouge qu'il a ensuite pas respectée et qui aurait invité, en gros, toutes les catastrophes qui ont eu lieu depuis. Donc voilà, donc Trump lui aussi a ça, il a Twitter, je reviens pas dessus. Et puis pour revenir aux dispositions plus institutionnelles, en effet, par exemple, le Sénat doit ratifier les traités, mais de plus en plus, on a la pratique d'accords exécutifs qui sont signés par le président, et dans tout un tas de domaines, il n'y a pas de ratification nécessaire par le Sénat. Donc le président conserve aux États-Unis une large marge de manœuvre. Et puis surtout, Obama est le premier président qui a commencé son mandat et qui termine ses deux mandats avec toujours la même guerre en cours. Et le mouvement de concentration des pouvoirs, notamment des pouvoirs de guerre, entre les mains du président, donc cette concentration a augmenté sous Obama, elle avait déjà augmenté sous Bush. Et donc Trump hérite de ces pouvoirs qui, sur des sujets comme les éliminations ciblées, par exemple, qui sont importantes dans le contre-terrorisme, c'est quand même un pouvoir quasi discrétionnaire, donc c'est important. Sur cette expression d'hégémonie adaptée, oui, en effet, pourquoi pas. D'ailleurs, ce serait dans un sens un prolongement d'Obama, je crois. Et puis, j'ai un petit corollaire à ça, c'était finalement par rapport à cette question de l'affaiblissement, finalement, on pourrait aussi imaginer que la préoccupation pour les intérêts des Américains, renégociation des accords commerciaux, la vision de Trump que la politique étrangère ou le soutien de l'ordre international ne sont pas bons pour les États-Unis, peut-être, et s'il avait raison, et si finalement il mettait en place une politique qui finalement était meilleure pour les Américains, donc renforçait les États-Unis. Bon, c'est un peu flou, c'est un peu vague, un peu rapide, certes, mais voilà, je pense que c'est aussi, pourquoi pas, une
une piste. Je voulais dire un mot sur la politique africaine, juste parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Trump n'a à peu près rien dit, je crois, sur l'Afrique. C'est pas une priorité régionale, en tout cas c'est pas en tête des priorités régionales américaines, donc on peut imaginer que on aura une certaine continuité. Et là j'ai vu passer que un des responsables pourrait être quelqu'un qui s'appelle John Peter Pham, qui dirige le Centre sur l'Afrique à l'Atlantic Council, qui a la particularité d'être alors c'est un africaniste, hein, il connaît bien l'Afrique, la particularité d'être un des africanistes républicains, donc c'est plutôt un domaine où les gens sont plutôt démocrates. Enfin, les experts sont plutôt démocrates, donc voilà, il pourrait effectivement avoir un poste à la Défense ou au département d'État important. En fait, il y aurait, je pense, une certaine continuité, à part qu'on peut imaginer que le Congrès républicain finance un peu moins certains programmes plus axés sur la démocratie et le développement et finance un peu plus les programmes plutôt sur le contre-terrorisme, la collaboration avec les forces spéciales, la défense, etc. Donc on aurait quelque chose qui existe en fait déjà, mais un accent sur une dimension militaire, sécuritaire, mais qui est un aspect qui contribue d'ailleurs, y compris à la coopération avec nous. Donc voilà, je pense quand même qu'on pourra imaginer une certaine continuité, et je laisse la parole à Célia Belin, puisqu'il reste peu de temps. Je voulais revenir sur cette interrogation qui a été évoquée à plusieurs reprises sur l'idée d'un affaiblissement des États-Unis et un affaiblissement des démocraties ou des institutions libérales. Et je pense que c'est deux choses très différentes pour vous répondre, Monsieur Maluret, parce que d'une part, oui, on assiste parmi les certitudes à un affaiblissement donc de l'ordre libéral international, un affaiblissement des démocraties dans la mesure où on se pose des questions sur les interventions extérieures sur cette grande démocratie, mais aussi sur le fait que le prochain président n'est lui-même pas vraiment fasciné par la chose démocratique, et donc il est très peu probable qu'il promeuve la démocratie à l'échelle planétaire, etc. En revanche, pour ce qui est de l'affaiblissement des États-Unis, je ne suis pas forcément d'accord, puisque, encore une fois, comme on l'a dit, cette rationalisation de l'hégémonie américaine, vous avez parlé d'hégémonie adaptée, elle sera peut-être très profitable à court terme aux États-Unis. En tapant du poing sur la table, en étant extrêmement agressif, en renégociant tout un tas de positions sur lesquelles on était habitué, en se débarrassant en effet d'un réseau d'alliances qui pèse lourd, qui coûte cher. Peut-être qu'à long terme, c'est une erreur stratégique. Peut-être que le monde tranquillisé dans lequel on évolue, au sommet duquel on a les États-Unis, est une construction qu'il faudrait protéger. C'est plutôt la vision des impérialistes, entre guillemets, américains. Mais à court, moyen terme, il se peut très bien que la politique de Donald Trump soit relativement favorable aux intérêts de l'Amérique. D'ailleurs, elle peut venir avec un prix très fort, qui est le renforcement des sphères d'influence russes et chinoises dans leur environnement régional, par exemple, oui, on peut laisser la Crimée à la Russie, pas de problème. Finalement, ce que je veux faire la Chine en mer de Chine du Sud, pourquoi pas? Ces îlots-là, qui sont-ils, ma foi? On ne sait pas encore si ça va être ces positions-là qui seront prises, mais en tout cas, il peut y avoir ce type de calcul si, en échange ou en compensation, les États-Unis arrivent à bien défendre leurs intérêts sur les différents commerciaux, par exemple avec la Chine ou autres. Donc, et là-dedans, ce qui est intéressant pour nous et ce qui est inquiétant, c'est que le modèle de l'Union européenne et le modèle du multilatéralisme en est nécessairement victime. Et il y aura donc, c'est bien évident, dans le domaine des certitudes, aucune promotion des droits de l'homme à l'échelle planétaire, de la démocratie, de l'avancée du multilatéralisme. Parce qu'on oublie maintenant, on a beaucoup critiqué Barack Obama, mais il y a quand même eu de grands accords multilatéraux sous Obama, ou plurirégionaux ou internationaux avec de nombreux acteurs, quels que soient les grands domaines abordés, le climat, le nucléaire iranien, etc. Tout ça peut être balayé, ou en tout cas fortement affaibli, remis en question au profit d'un jeu de puissance où finalement c'est les plus forts qui gagnent systématiquement, et l'Union européenne en tant que puissance normative en souffre nécessairement. Et donc que peut faire l'Europe? Vous avez posé la question dans ce cadre-là. Ce qui est sûr, c'est que l'Union européenne, dans une période post-Brexit, post-élection de Donald Trump,
a intérêt à avancer uni. Ça paraît une banalité, mais ce qui est sûr, parmi les certitudes, Donald Trump est un unilatéraliste, nationaliste. Il ne regarde que les nations. Il va vouloir parler à des États, à des chefs d'État, dans lesquels éventuellement il se reconnaît. Il va préférer nécessairement le G7 à l'Assemblée générale de l'ONU. Il va vouloir avoir des relations interpersonnelles. Tout ça, c'est défavorable globalement au système de l'Union européenne. Et donc, les Européens ont intérêt à ne pas aller individuellement quémander quelque chose à Washington, à plutôt avancer unis avec un front commun, et on sait à quel point c'est difficile. Quel sera, Monsieur Bhutto, vous avez parlé du Royaume-Uni, quel sera son regard vers les États-Unis? Pour le moment, ils ont une attitude tout à fait attentiste et, comment dire, wait and see, mais aussi, je ne vais pas utiliser de grands mots, mais ils ne protestent pas bien fort et ils vont s'aligner sur les Américains. Ils sont encore dans une zone d'incertitude qui fait qu'ils ne vont pas se priver de l'allié américain, quel que soit le dirigeant qui a été choisi. Ils auront besoin des Américains dans les négociations Brexit et autres. Donc on n'attendra pas la moindre, à mon avis, opposition de leur part. Pour terminer, je voulais revenir sur l'affaire Taïwan-Israël que vous avez soulignée. En fait, il y a plusieurs manières de regarder ces événements-là. Donc, en effet, est-ce que c'était des maladresses, des erreurs de débutant de Donald Trump, ou si on veut s'amuser à surestimer Donald Trump ou à lui porter un peu de crédit, on peut imaginer que ce sont encore une fois des positions de négociation pour montrer à la Chine qu'on peut aller taper là où ça fait vraiment mal, au cœur du système. Et certains ont évoqué, dans le cas d'Israël, par exemple, il y a une thèse intéressante qui a été développée par Martin Indyk, l'ancien ambassadeur américain en Israël sous Clinton, de dire que finalement, Donald Trump, en démontrant que lui est capable de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem, pourrait l'utiliser comme une position de négociation pour forcer Israël à revenir à une table des négociations ou à discuter du statut de Jérusalem, par exemple. C'est-à-dire, dans un éclair de génie diplomatique, ce serait en fait un instrument très efficace pour régler ce que Donald Trump appelle the ultimate deal. Il va être tenté d'avoir comme ça ce coup d'éclat diplomatique, et c'est ce qu'il va probablement rechercher dans les prochains. On parlait des priorités, en dehors de l'augmentation des budgets militaires. Ce que Donald Trump va vouloir, puisque c'est une personnalité qui recherche au fond la célébrité et le brio, il va chercher les grands coups d'éclat diplomatiques. Qui va lui offrir, cela reste à voir. On peut éventuellement, la France, l'Europe, lui faire des propositions, pourquoi pas. C'est le genre de personnalité qui peut les saisir, et ce sera peut-être sur Israël-Palestine. Merci beaucoup. Pardon ? Oui. Alors, si vous voulez... Allez-y. Donald Trump en parle très peu. À mon avis... Oui. C'est Madame Belin qui répond. À mon avis, il n'a que du mépris pour l'échelon Union européenne. En revanche, il a, lui et son entourage, en particulier Mike Flynn ou Mike Pompeo, qui sera le directeur de la CIA, ont souligné à plusieurs reprises la force de la lutte antiterroriste française. Et donc ça, c'est très apprécié dans les cercles antiterroristes qui gravitent autour de Donald Trump, mais lui-même avait eu des mots très durs au lendemain des attaques du Bataclan, par exemple. Et c'est un peu comme l'Afrique ou d'autres sujets, il n'en parle pas beaucoup, finalement. Enfin, dans ces débats que nous avons depuis ce matin, il y a quand même un absent qui est le peuple américain. Et au fond, ce peuple qui nous a à plusieurs reprises donné les preuves de ses capacités de sursaut, de ses capacités, enfin, qui a démontré à plusieurs reprises des capacités assez grandes. Et au fond, quand on regarde les chiffres totaux, la victoire de Trump, elle n'est pas si puissante que cela.
Donc, au fond, il y a un moment où tout ça va. Il y a un peuple qui peut être amené à bouger, à dire ce qu'il est, sachant que ce peuple s'est montré grand dans plusieurs circonstances. Donc, tout est possible, évidemment, mais c'est quand même un élément très, très important de cette nation américaine qui a trouvé, toujours dans des périodes assez difficiles, des capacités de nous surprendre. C'est quand même un des points très importants. Merci beaucoup, mesdames. À chaque fois, vos interventions sont très utiles à nos réflexions et merci de ce travail que vous faites pour nous présenter de manière rassemblée des sujets qui sont fort complexes. Merci beaucoup. Je vous garde, mes chers collègues, parce que nous avons beaucoup de choses encore à voir ensemble. Je vais aller très vite. D'abord, je dois vous faire un rapport qui m'est demandé par...